Добър вечер или добър ден е все още при нас, при него още по-добър ден всъщност на Жан-Пол Дюбуа. Вие като наши зрители чувате превода на български язик, ако се интересувате да чуете оригиналната реч на френски в канала на фестивала, ще можете да слушате оригиналната реч на авторите, които не говорят на български язик. Здравейте, господин Дюбуа. Bonjour à tous, je suis ravi de... Здравейте, благодаря на всички, добър вечер. Аз съм изключително поласкан, че мога да бъда с вас тази вечер. Как се чувствате в тази странна ситуация, в която сме онлайн? Липсват ли ви по принцип срещите с читатели живи? Je vais pas dire que c'est une habitude. Какво да ви кажат? Не, кой знае колко удобно, не ми е вече станало навик, но ние вече от няколко месеца сме в такова положение. И аз от друга страна пък мога да обиколя цяла Европа, без да се мръдна от футьола си вкъщи и по този начин се скъсява времето за пътуване, може би. Любопитно е, тъй като в книгите ви сякаш често се появяват такива моменти, в които се нарушава нечия интимност по някакъв начин. Смесват се различна близост до хората и до интимния им свят. Така, говорейки си някакси всеки от дома си нахълтваме на гости в домовете, например, на писатели като вас. Тъй като държа в ръцете си, хората не обитават еднакво този свят. Ще започна с, може би, въпрос свързан с тази книга. Как според вас звучи тя в настоящата ситуация? Какво според вас самия от тази книга е важно в този така радикално променен контекст, в който се озовахме? Non, sincèrement, je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de, comment dire, c'est pas un livre c'est un livre qui a été fait bien avant toutes ces histoires, une année avant, et il raconte simplement l'état et la difficulté d'équilibrer le pouvoir, les rapports aux autres. Ça, c'est valable aujourd'hui, c'était valable demain, et ça sera valable, c'était valable hier aussi. C'est une manière de se comporter les uns avec les autres, de ne jamais abuser du pouvoir, de ne pas accepter d'autorité, mais aussi de ne jamais faire preuve de violence ou d'autorité envers quiconque. Le narrateur et le héros ne fait que raconter ça, raconter une vie qui est faite de rééquilibrage dans ces rapports sociaux, dans la violence des rapports sociaux, dans la violence des rapports religieux. C'est une question d'équilibre. Donc il faut que chacun arrive à accepter l'autre et que l'autre respecte le point de vue du narrateur. Est-ce que vous m'entendez? Главен герой в тази книга е подложен на изолация, тъй като той е затворник. Живее с един свой брат, приятел, не зная как да го определя, но със сигурност темата за... C'est la prison. Но със сигурност темата за властта, не само в тази ваша книга, е централна. В условия на изолация като сегашните, всъщност как можем да се бунтуваме според вас? Освен това, да разбира се, как можем да бъдем солидарни и да се бунтуваме заедно? Enfin, je pense que le pouvoir, on est tous détenteurs d'une part de pouvoir. Voilà. Selon le rôle qu'on occupe dans la société, selon les postes
dans lesquels on travaille, on est tous détenteurs d'un pouvoir. Et l'intelligence, ce que raconte un peu le narrateur, c'est que l'intelligence consiste à ne pas faire usage justement de ce pouvoir, à raboter les privilèges, à éviter que... vous savez, il y a une phrase de Sartre, moi, qui est toujours... qui m'accompagnait et qui m'accompagnera toujours toute ma vie. C'est quelque chose de très simple. Elle dit « Je suis un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui ». Je crois que j'ai fait une vingtaine de livres et tous les 20 livres racontent à peu près cette histoire. C'est-à-dire un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Ce qui veut dire que il faut toujours avoir l'intelligence de faire attention aux autres dans tous les domaines de la vie sociale et de la vie politique. Voilà, c'est une attention aux autres, c'est le respect, ce sont des choses très très simples et qui lorsqu'elles ne sont plus respectées, engendrent la violence. C'est ce que raconte aussi le livre. Всъщност, изречението, което цитирахте, ако не се лъже, е последното изречение. La phrase que vous citez, c'est la dernière phrase de Sartre dans le livre Homo, c'est bien ça? Oui. Oui, Sartre n'a jamais voulu faire partie d'une élite de la société. Bon, si, je pense qu'il faisait partie d'une élite. Mais vous savez, entre ce qu'écrivent les auteurs, les philosophes et ce qu'ils sont, il y a souvent un gouffre. Donc, moi, je ne vénère pas, c'est pas la personne, c'est l'idée. Voilà, cette idée-là, l'idée qu'il y a une forme d'égalité fondamentale entre les individus est une chose qui me plaît. Je pense que c'est la seule manière de vivre dans une société conflictuelle, dans une société compliquée, dans une société multiraciale, dans une société où les écarts de vie, de salaire, de culture sont énormes. Et je pense que la base d'une possibilité de construire une société vivable, je dis même pas harmonieuse, je dis vivable, et simplement la reconnaissance de l'autre et son respect. C'est pour ça que j'ai pris ce titre, qui est un titre qui dit, voilà, qui dit un peu la même chose que la phrase de Sartre, c'est-à-dire tout le monde n'habite pas le monde de la même façon. Et voilà, il faut l'accepter, vivre avec ça et réfléchir à ce genre de rapport qu'on peut créer à partir d'une idée comme ça. Да разбирам ли тогава, че тази идея за равенство е някакъв хоризонт? Est-ce que je dois comprendre que cette idée d'égalité, c'est un horizon qu'on doit la publier plus largement autour de nous? Je m'excuse, j'ai pas très bien compris. Est-ce que cette idée d'égalité doit être propagée autour de nous? Ça peut pas se propager. On peut pas propager cette idée. Je pense que c'est toutes les prises de conscience de cet ordre-là, parce que ça, là, on entre en la politique. Le roman raconte bien d'autres choses, mais dans ce domaine politique-là, ce sont des prises de conscience. On peut pas faire acte d'autorité pour imposer le respect d'autrui. C'est très long, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de plusieurs générations qui doit réfléchir à parce on ne vit plus dans la société a radicalement changé dans les 20 ou 30 dernières années. C'est d'autres paradigmes, d'autres rapports sociaux, d'autres rapports au temps, d'autres rapports à l'espace. Et tout ce désordre par rapport, enfin c'est pas un désordre fondamental, mais c'est un changement radical de mode de vie, provoque immédiatement des modifications sociales en chaîne. Et les rapports entre les gens ont complètement changé dans la communication, dans le rapport au travail, le rapport au temps. Le rapport au temps qui est l'élément fondamental d'une vie. C'est quelle propriété de temps avons-nous réellement?
Donc tout ça, on ne peut pas le propager. On ne peut le propager que par soi-même, c'est-à-dire en essayant de construire avec d'abord les gens qui nous entourent, ensuite dans l'univers du social et politique, quelque chose qui soit... C'est simplement une forme d'intelligence au sens réel du terme, c'est-à-dire voilà le monde, voilà le travail que je fais pour le comprendre et voilà les leçons que j'en tire. C'est aussi simple que ça, c'est un travail assez basique. Vous avez dit changement dans un plan historique, dans un contexte historique. Dans vos livres, souvent, vous avez des suivis historiques avec des héros du XXe siècle, des différentes générations également. Ce grand changement dont vous avez parlé tout à l'heure, d'où pensez-vous qu'il commence? Pardon. Казвам, дали може изобщо да се посочи къде, защото е възможно да не може да се намери място. Est-ce que vous pouvez dire comment ce changement, ou d'où vient ce changement maintenant? Il y a deux changements, enfin il y a un seul changement qui provoque, à mon sens, deux grosses modifications, c'est l'avènement du numérique. Le numérique change totalement le rapport au temps et le rapport aux autres, parce que vous accédez en très très peu de temps à une infinité de cultures, une infinité de langues, une infinité surtout d'informations, et donc de propagation à une vitesse qui est très difficilement assimilable par ce que j'appellerais l'intelligence ancienne. C'est-à-dire on a toujours lié l'apprentissage au temps. Et là, le numérique a bouleversé ce rapport au temps et bouleversé le rapport à l'apprentissage, à la connaissance, qui est beaucoup plus rapide, mais à la fois moins, peut-être aussi un peu plus superficielle. Et cette accélération de l'apprentissage, de la connaissance, de l'information, génère aussi, j'en suis à peu près convaincu, une modification de notre cerveau qui est soumis à aussi une accélération à laquelle, enfin c'est une question de génération aussi, je parle pour les générations les plus anciennes qui ont connu un monde analogique et non pas numérique. Mais quand je dis analogique, c'est au sens général du terme, c'est-à-dire il y avait des voitures analogiques, c'est des voitures qui fonctionnaient, que tout le monde grosso modo pouvait réparer, et les voitures sont passées au numérique avec toute une génération de composants qui ont rendu la voiture inaccessible au commun des mortels et qui nécessitent une connaissance spécifique informatique pour pouvoir réparer ces voitures. Donc le même objet, la voiture, en quelques années, est passé des mains du mécanicien à celles de l'informaticien. Et tout ce bouleversement, on le retrouve dans l'ensemble de la société et qui crée des fractures, qui crée des moments d'adaptation. Et je pense que le numérique est une chose, à mes yeux, qui est totalement formidable, est aussi un temps nouveau qui va demander, pour qu'on apprenne à s'en servir, à réfléchir à l'usage qu'on va faire de ce temps. Parce que le temps a aussi complètement changé. Moi, quand j'étais enfant, j'ai calculé très jeune le temps réel que j'avais à vivre. Je pense que ça conditionne toute une vie. Si vous prenez conscience à l'âge de 8-10 ans pour des raisons familiales ou autres, parce que la mort, et vous avez vu la mort dans votre famille très proche, vous prenez conscience que le temps réel d'une vie se réduit au quart réel de votre espérance de vie, c'est-à-dire le reste du temps, vous allez travailler, vous allez vous déplacer, vous allez avoir quelque chose qui ne sera pas à vous. Votre propriété
la propriété réelle de votre temps est infiniment courte. C'est le quart d'une vie à peu près. Donc c'est terrifiant, et quand vous pensez à ça, quand vous voyez, vous avez une attitude de vie qui est radicalement différente. Voilà. Si vous pensez que vous êtes éternel, vous avez une approche du monde qui est radicalement différente. Si vous pensez que votre temps est court, fragile, vous avez un usage du monde beaucoup plus essentiel. Et je suis beaucoup trop long. On part sur des choses qui n'ont peut-être rien à voir. Mais je pense que le numérique a accéléré le rapport que nous avons au monde sans nous donner le sentiment de la finitude d'une existence et la brièveté d'une existence. C'est là qu'est un petit peu le leurre et le décalage. Mais le temps rattrapera ça. On ne sent pas comment le temps passe, on ne sent pas comment on passe par ces grandes distances. Vous avez mentionné que vous parlez d'autres choses, mais je pense que c'est des choses très, très importantes. On est conscient qu'on est tous des mortels. Quand chaque jour, il y a des menaces naturelles qui sont en face de nous. Et malgré le grand changement, par exemple, ce n'est pas seulement la digitalisation, la numérique. Comment ce grand changement comment il est en face de la littérature? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce grand changement vers la littérature? Y compris pour les politiques, vous avez dit qu'on ne va pas parler politique maintenant. Si, moi je veux bien parler politique. Étant donné que j'ai perdu le son. J'ai perdu la communication en son. Est-ce que vous m'entendez? Non? Là, je vous entends très bien. Ah, d'accord. Donc, je vais répéter ma question parce que je vais vous demander une fois de plus comment ces changements dont on a parlé se rapportent à la littérature et votre pratique d'écrivain, de journaliste peut-être, et à la politique. Je pense que pour moi, c'est extrêmement bénéfique. C'est même assez formidable parce que je m'aperçois, ça fait, je sais pas, 35 ans que je fais des livres à peu près, ou 30 ans, même, oui, 35 ans, et je m'aperçois que ma façon de travailler a complètement changé. Je pense que la narration aujourd'hui doit être, pour moi, grâce au numérique, infiniment précise, infiniment documentée. C'est-à-dire que depuis 20 ans, je travaille avec 2 ordinateurs en permanence. Il y en a un sur lequel j'écris et un sur lequel je cherche. C'est-à-dire que j'ai une documentation mondiale instantanée sur tout ce que je veux. Et ça vous permet... moi, j'ai le souci de l'exactitude et de la loyauté de ce que je raconte vis-à-vis du lecteur. Je pense que c'est extrêmement important de donner à quelqu'un, quand vous lui racontez une histoire, le sentiment que quand vous racontez un endroit, je pense qu'il faut y avoir été. Quand vous racontez la texture de l'intérieur d'une voiture, il faut l'avoir touchée. Je crois à ces choses-là. Je crois aux détails mécaniques, comme je crois aux détails de l'âme humaine, comme je crois à tous ces détails qui vous permettent d'entrer dans un monde qui est fictif, mais qui doit devenir petit à petit réel. Et pour rendre ce monde réel, je pense que le numérique est un outil phénoménal qui vous permet d'abord d'apprendre, et ensuite de restituer cette connaissance dans ce livre, par exemple. Je connais le Danemark
pas bien, mais par certains côtés. Et j'ai découvert dans ce livre l'histoire de l'église ensablée dans le nord, dans le Jutland, dans le nord du Danemark. Je l'ai découvert en cherchant quelque chose qui n'avait rien à voir. Et tout en travaillant et en cherchant, je vois l'histoire d'une église ensablée. C'est-à-dire, il y avait une église qui avait été construite par des pêcheurs dans le nord, comme ça, et qui était entre deux mers, si vous voulez. Et au fil des tempêtes, le sable, petit à petit, ensevelissait l'église. Alors au début, les gens ont enlevé le sable des fenêtres, enlevé le sable des portes d'entrée. Puis il y a eu une immense tempête, une deuxième immense tempête. Tout le sable était autour. Et le sable, petit à petit, a recouvert l'église. Et là, ce qui est quand même assez extraordinaire, le responsable ecclésiastique du coin dit on abandonne la lutte, on abandonne l'église et on sort tout ce qu'il y a dedans et on ferme tout. Et petit à petit, au fil des décennies, le sable est arrivé et aujourd'hui, il ne reste plus qu'un clocher qui dépasse d'une quinzaine de mètres et il y a 30 mètres d'église de sable qui ont recouvert l'église. Dans mon histoire, ça n'a aucun intérêt, mais ça m'a servi parce que le père du narrateur est pasteur et c'était l'abandon de la foi, l'abandon de la croyance. Enfin, il y avait des images qui étaient très utiles. Et tout ça, je l'ai obtenu, et la suite de l'histoire aussi, je l'ai obtenue grâce à une recherche hasardeuse sur Internet qui m'a permis de découvrir cette histoire, de lire tout le récit de ces pêcheurs qui est absolument phénoménal, de ne garder qu'un bout Mais voyez comment on se fabrique aussi. Je crois énormément au hasard, je crois énormément à la chance, je crois énormément à la connaissance. Et quand vous avez la chance de mêler tout ça, et apprentissage bien sûr, quand vous avez la chance de mêler tout ça, vous avez le sentiment d'avoir fait votre travail, mais surtout d'avoir appris des choses. Et c'est quelque chose de très, très, très agréable. Avant, ça demandait, pour obtenir ça, il fallait une probabilité incroyable pour qu'une histoire qui n'existe pas surgisse dans votre livre de nulle part, parce que là, elle sort vraiment de nulle part. Et là, vous avez une augmentation de ces chances et de ces probabilités par le monde que vous pouvez balayer en quelques secondes. Vous prenez un truc, mais ce n'est pas que dans ce livre. Dans les livres précédents, il y en a un qui s'est déroulé aux États-Unis, au Canada, j'ai découvert des attentats contre des présidents américains dont personne n'avait quasiment jamais parlé. Et c'est l'histoire d'un type qui était trop petit, qui était monté sur une chaise pour tirer sur Roosevelt. Il l'avait raté, il avait tué le maire de Miami. Et à partir de ça, à partir d'un fait réel qui n'est pas connu, vous arrivez à créer un climat, une histoire, et à alimenter la fabrique mentale, parce que tout ça se mélange à votre propre histoire, à ce que vous avez. C'est formidable, c'est un travail qui est de fastidieux, c'est devenu presque un jeu de construction. Voilà. Tout en gardant l'authenticité de l'histoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Това е един от многото отговори, които всъщност предполагам. Oui, c'est une des réponses. Parce que c'est une question assez large. Peut-être c'est une façon aussi de répondre au lecteur, parce que si vous cherchez à répondre au lecteur et vous donnez la possibilité de votre imagination de créer des histoires, cette histoire avec l'église qui a été couverte par le sable est extraordinaire. Mais mon question en tant que journaliste, par exemple, vous inventez des personnages. En tant que journaliste, vous avez plus le contrôle, d'être sûr que le fait dont vous parlez est vraiment vrai. Lorsque vous écrivez en tant qu'écrivain et lorsque vous écrivez en tant que journaliste, des textes de journaliste, est-ce que vous vous imaginez des lecteurs différents?
D'abord, je ne suis plus journaliste depuis plus de 15 ans, donc c'est un monde assez lointain, mais j'ai toujours... je n'ai jamais écrit pour des lecteurs. C'est un concept que je n'arrive pas à intégrer. J'écris pour des personnes très proches. C'est-à-dire, j'ai souvent écrit pour mon père qui est mort il y a très longtemps. C'est comme si je lui racontais une histoire. Quand j'écris, je tourne un film. C'est-à-dire que j'ai dans ma tête toujours comment dire, une situation cinématographique avec la voix du narrateur, avec les images, avec le décor, avec la prise de vue, avec un angle de prise de vue, et c'est quasi cinématographique. Et quand, comment vous dire, vous ne pouvez pas imaginer que des gens, par centaines de milliers, vont lire vos livres, donc c'est pas possible. C'est un concept qui est... Donc j'écris pour... et j'écris avec le même soin pour le roman que pour le journalisme. Le journalisme ne pouvait pas vous permettre. C'est beaucoup plus angoissant de faire des articles de presse que je faisais que d'écrire un livre, parce que là, vous êtes tenu par le temps, par l'espace, c'est-à-dire la longueur de votre article, par la véracité, par le danger que vous pouvez, le mal que vous pouvez faire en écrivant une erreur, quelque chose qui peut être dommageable pour quelqu'un. Donc c'est très compliqué. Il faut toujours veiller, avoir à l'esprit plusieurs paramètres comme ça. Est-ce que l'exactitude peut fonctionner avec la rapidité? Donc, c'est très compliqué. Un livre, c'est beaucoup plus simple. Un livre, ça se fabrique avec une mémoire. Moi, je n'invente quasiment rien. Tous les personnages qui sont dans les livres, à 80% existent, à 90% ont existé, ont été des familiers. Le narrateur, là, qui est le gardien de l'immeuble, il s'appelle Serge, il vit à Montréal, c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans, que j'aime profondément, qui est quelqu'un de bien, qui est allé chercher ma belle-mère quand elle souffrait de la maladie d'Alzheimer et qu'elle traversait, elle quittait l'immeuble en chemise de nuit, elle allait s'asseoir dans ce que je raconte dans le livre, elle allait s'asseoir dans l'arrêt du bus de l'autre côté, et à 2 heures du matin, il la voyait, il s'habillait, il la prenait dans ses bras, il la remontait dans son appartement. Donc ce type qui entretient l'immeuble et qui entretient aussi les relations entre les gens, qui a une douceur et une pratique du monde qui est merveilleuse, c'est lui, c'est ce gars-là. Et quand, avant de faire le livre, je l'ai appelé, je lui ai dit, Serge, voilà, je voudrais raconter dans le livre une part de ta vie. Est-ce que ça t'ennuie? Il m'a dit, non, non, pas du tout, c'est génial, fais ça, c'est formidable et tout. Et le jour où j'ai eu le prix Goncourt, le matin, on nous a prévenu, enfin, il était midi, j'ai pris le téléphone, le premier coup de téléphone que j'ai donné, j'ai appelé Serge, je lui ai dit, Serge, tu as gagné le prix Goncourt. Donc, vous voyez, la personne pour laquelle j'écris, dans ma tête, quand je fais le livre, c'est Serge. C'est pas des lecteurs. Mais des lecteurs vont s'agréger autour de lui. Parce que, voilà, c'est comme ça. Et c'est beaucoup plus facile d'écrire pour... Le livre devient beaucoup plus vivant quand vous écrivez pour quelqu'un ou que vous n'écrivez pas pour quelqu'un. C'est la même chose. Il faut qu'il y ait moi, il faut que j'ai cette proximité mentale. Sinon, l'imagination pure et simple, il faut qu'il y en ait, bien entendu. Mais pour moi, ce n'est pas mon combustible. J'aime avoir de la mémoire qui remonte jusqu'à, je ne sais pas, des fois je remonte jusqu'à 3-4 ans. Il m'est arrivé à 3-4 ans de remonter, de sentir l'odeur de mon père quand j'écrivais. Parce que là aussi, j'ai essayé de comprendre avec les neurosciences et des neurologues comment fonctionnait la mémoire, parce que ça me fascinait, comment remonter quand vous vous mettez en situation de travail comme ça, forcené, 14 heures par jour, concentré sur votre travail. Pourquoi la mémoire avait cette capacité de reproduire, d'extraire de la vase qu'on porte tous en nous, de cette vase mémorielle, comment vous arrivez, elle arrive à reproduire avec une marge d'erreur tout à fait possible, cette capacité de réalité, de reproduire un monde qui est mort. Et
on m'a expliqué qu'il existait ce qu'on appelle une mémoire morte, une mémoire grand-mère, qui stocke, qui a tout ça en stock. Et donc, quand vous la sollicitez dans le cadre d'une écriture, d'une concentration forte, vous arrivez à extraire ces souvenirs qui sont, pour moi, indispensables à l'écriture, même si je ne les restitue pas tels, mais les personnages, eux, oui. Можем ли да кажем, че ако не бяхте срещнали този човек... Et est-ce qu'on peut dire que si vous n'avez pas rencontré votre ami Serge, il n'y aurait pas ce livre? Que ce livre ne serait pas composé de cette façon? Ou bien que ce livre ne serait pas écrit? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, oui, on peut dire que si je n'avais pas connu Serge, donc le personnage du livre, je ne sais pas si ce livre a démarré au départ de l'admiration que j'ai pour cet homme. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, qui n'existe pas, qui est concierge d'un immeuble et qui pendant 20 ans m'a démontré à distance ou lorsque j'étais proche, il m'a donné envie de le regarder, quoi, de l'écouter, de voir ce que faisait ce type. Et 20 ans après, parce qu'il s'est fait 20 ans après notre rencontre, ce livre, 20 ans après, je pensais toujours à lui, mais pas sous une forme littéraire. Et puis le hasard a fait que, bon, on avait des conversations, des choses comme ça, et je me suis dit, mais c'est un vrai personnage de roman si on veut bien se donner la peine de raconter ce qu'est la vie d'un homme comme ça. Alors évidemment, il n'est pas au Danemark, il n'y a pas tout cet environnement, mais la base de la colère, le cœur du livre, c'est bon, jusqu'à quel point on peut être humilié, est-ce qu'il n'est pas normal à un moment de se rebeller, quitte à aller en prison et accepter ça. Voilà, que la violence devienne aussi une réponse à l'humiliation. Et je pense que ce personnage est, et c'est un homme qui est l'incarnation de la dignité. Et ça m'a plu parce que c'était tellement simple et tellement beau, puisque je l'avais en plus dans ma tête, il était avec moi. Je me suis dit, bon, je vais faire un avant, je vais faire un après. Et le cœur du livre, ça va être sa vie, quoi, la vie de cet homme. Avec toutes les anecdotes qu'il m'a racontées dans l'immeuble, toutes les anecdotes de l'immeuble sont absolument réelles, dans leur abjection, dans leur amour, dans leur délicatesse, dans leur drôlerie, tout ce qui est inhérent. Un jour, je l'appelle, j'arrête après ça, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais je l'appelle et je le trouve bouleversé au téléphone. C'était pour lui demander un truc, pour la voiture de ma femme et tout ça. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème et tout? Il me dit, oui, il y a des gens qui travaillaient sur la façade de l'immeuble. Le type a glissé, il est tombé et je suis allé le recueillir au sol et il est mort entre mes mains. Et ça, c'est un truc qu'il a habité pendant des années. Et cette image-là, quand vous l'avez au téléphone quelques heures après que ce soit arrivé, ça reste en vous. Et quand vous faites un livre, avec sa permission, bien sûr, j'ai voulu restituer ce moment de fraternité, comme ça, pour rien, entre un homme qui vit, un homme qui meurt, et ce petit moment-là où l'un est près de l'autre et il n'y a rien à faire, mais voilà, c'est un truc qui moi, m'avait bouleversé. Et lui, qui l'habite encore aujourd'hui. Et c'est avec ça que se font les livres, pour moi. Говорихме на един, така да кажем, зрителски въпрос, който се отнася към... Nous avons une question, disons, d'un spectateur, si on peut dire, ou bien d'un lecteur, que le fait que le héros principal est prêtre, qu'est-ce que ça veut dire? Et prisonnier, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne au livre? Le héros n'est pas prêtre, il n'est absolument pas prêtre. Moi, je suis complètement athée, donc je suis très à l'aise de parler de religion. Donc, moi, la religion, pour moi, est un gros problème. C'est un gros problème de comment vivre avec une religion. J'ai jamais pu résoudre ce problème avec quand vous voyez les luttes interconfessionnelles et toutes les barrières mentales que ça met dans la tête des gens. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les religions. Mais là, j'ai pris un pasteur protestant qui est
le père du narrateur. C'est pas le, le narrateur n'est que le spectateur de la faillite de son père. Et je trouve que ce qui m'a plu beaucoup aussi dans cette histoire-là, c'est quelqu'un qui part avec la foi du Danemark, qui vient ensuite vivre à Toulouse et qui arrive dans un monde qui n'est pas le sien, qui ensuite part au Canada, toujours en essayant de mettre en pratique sa religion et son travail de pasteur, et qui finalement commence à devenir un être humain à partir du moment où il va, je veux dire devenir pleinement un être humain, à partir du moment où il va commencer à jouer sur les terrains de course, à voler de l'argent au presbytère, à abandonner à devenir simplement quelqu'un qui craque et qui devient infiniment humain, infiniment touchant, ce pasteur. Et son fils l'accompagne, le fils qui est le narrateur, en fait, l'accompagne dans sa chute, voit tout ça, et la mort du pasteur est aussi quelque chose d'assez singulier, d'assez... mais tout l'univers, par exemple, tout l'univers de cette Fort Mines, qui est une ville bâtie à partir de l'amiante, tout cet univers-là m'est extrêmement familier. Ce n'est pas un hasard si un pasteur va mourir dans un endroit qui apporte la mort autour d'elle et a pour ami et seul confident son organiste, qui est quelqu'un, et qui est d'ailleurs le personnage de mon beau-père, qui était aussi un organiste. Donc vous voyez que tous les petits personnages, même les personnages secondaires, je les sors de ma poche, parce que je les avais là depuis toujours et que je les mets là, je leur dis, tiens, tu vas faire un petit, comme on dit au cinéma, un petit caméo dans mon histoire. Ce sont des gens que j'aime bien, pour qui j'ai de l'affection, et je les mets là parce qu'ils ont un sens. Et le pasteur devient un humain formidable à partir du moment où il abandonne la religion. Donc j'ai choisi un pasteur presque en contrepoint. C'est-à-dire, il me plaît à partir du moment où, voilà, il n'est plus un pasteur, où il est simplement quelqu'un qui accepte la faiblesse, qui accepte la faille, qui accepte la faute et qui accepte de devenir quelqu'un qui est simplement humain et qui essaie de se débrouiller dans la vie comme il peut, voilà, en oubliant l'Église. Освен, че вадите образите от джоба си, успявате да изпреварите. Du fait que vous sortez vos personnages de votre poche, vous aussi, vous arrivez à avancer les questions que nous allons vous poser. Vous devinez les questions. Pour la dernière chose que vous avez dit, donc c'est vrai que c'est un livre sur la dignité, comment respecter cette dignité, comment la garder. Un livre pour le temps qui passe, la liaison avec des choses qui étaient avant nous. Mais est-ce qu'on peut vivre dignement sans la conscience de l'histoire? Les échecs avant nous, dans ce sens, est-ce qu'on peut vivre dignement sans la conscience des choses, des événements passés avant nous? Je pense que ça, c'est la question la plus difficile et la plus intelligente qu'on puisse poser et que je n'ai jamais pu, moi, résoudre, parce que est-ce que c'est la chance ou la malchance? Mais je ne suis pas fabriqué comme ça. C'est-à-dire que, comment vous dire, j'ai du mal avec l'histoire. J'ai du mal avec l'histoire parce que je me sens... je ne me suis jamais senti français. Voilà, par exemple. L'histoire de France, c'est comme l'histoire de la Bulgarie, c'est comme l'histoire du Danemark, c'est l'histoire de l'endroit où je me trouve qui m'importe. C'est l'histoire des gens que j'aime. C'est l'histoire, ma femme est canadienne. J'ai appris énormément de choses grâce à elle sur les Indiens, sur les premiers occupants du Canada. Voilà. Je me suis intéressé à ça. Ça m'a intéressé beaucoup plus que... l'histoire française avec tout ce côté pesant, tout ce côté... Je ne veux pas... Je sais que je suis l'héritier d'une culture, d'un pays, mais
j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec je comprends je- le fait de se sentir porteur de ça, je trouve que ça restreint énormément. Ce qui est fabuleux, c'est de se dire, voilà, je suis né par hasard dans un pays que je ne connaissais pas et qui n'est pas le mien, mais le hasard a voulu que je naisse là. Vous savez, moi j'habite à Toulouse, je suis à 150 km de l'Espagne, j'aurais pu naître espagnol. Ma femme me prend d'ailleurs depuis le début pour un espagnol. Donc, vous voyez, c'est très, très... Moi, je me sens parfaitement à l'aise, je me sens parfaitement à l'aise et j'adopte l'histoire du pays où je me trouve. C'est peut-être le fait d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir rencontré infiniment de cultures et de gens où je me dis, mais voilà, moi je suis à l'aise partout. Je suis à l'aise au Venezuela, je suis à l'aise dans les pays nordiques, je suis à l'aise en Afrique, je suis à l'aise dans les pays asiatiques, en Nouvelle-Zélande. Vous arrivez là, je me sens un citoyen de ce pays, de ce monde-là, quoi. Donc, l'histoire de mon pays, l'embarquer à ma naissance, la prendre sur mes épaules, je ne veux pas l'ignorer, mais je ne veux pas que ça détermine ma suite. Je veux être libre à tout moment de pouvoir justement vivre ma propre histoire et faire mes propres bêtises sans me dire, tiens, c'est la continuation de... moi, j'ai vécu mai 68, qui a été un truc éclatant en France. C'était, quand vous le revoyez avec 30 ans d'écart ou 40 ans d'écart, ça peut paraître ridicule, désuet. C'est quelque chose qui est arrivé de pratiquement de rien, qui est un petit bout d'histoire qui a duré quelques mois, une année. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, puis c'est fini. Mais on va pas... Je ne vais pas dire que toute une vie, je ne vais pas être un enfant de 68 ou je ne vais pas être un enfant de, c'est pas possible. Parce que j'ai changé, parce qu'entre-temps, la vie m'a refabriqué, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait douter, qui m'ont fait réfléchir. De 68, je garde l'esprit libertaire, l'esprit de liberté, l'esprit comment dire, un peu iconoclaste, mais ça n'empêche pas que vous pouvez reconsidérer le monde. Je ne me sens pas héritier des 2 guerres mondiales qu'il y a eu, que la France a connues. Je ne me sens pas héritier de ça. Je suis malheureusement malheureusement, je suis étranger à ce monde-là. Parce que je ne l'ai pas connu. On me l'apprend. Mais moi, je suis très pragmatique. J'ai besoin de... Pour aimer quelqu'un, il faut que je le touche, que je le connaisse. Voilà. Et pour aimer une histoire, il faut que je l'incarne, ou que j'ai participé à son déroulement. Autrement, c'est une fiction. Alors, c'est très difficile. Je connais des histoires de mon grand-père qui a été gazé pendant la guerre de 14. C'est un truc qui est effrayant, qui m'a toujours effrayé, surtout que j'ai adoré cet homme. Mais c'est une fiction pour moi. Je ne peux pas faire la corrélation entre tout le canal historique avec toute la politique que ça induit, et ma propre existence. C'est pas possible. Je peux pas porter ça. Donc moi, je vis le jour de ma vie en essayant de la comprendre. Ça, c'est capital. Apprendre et comprendre. Je crois que dès l'enfance, on devrait apprendre la brièveté de l'existence et la nécessité de chaque fois comprendre tout, essayer d'assimiler le maximum de choses. Parce que c'est par la connaissance qu'on obtient une perception du monde plus aiguë. Plus vous connaissez de choses, plus vous savez comment ça marche, que ce soit la médecine, que ce soit l'affection, que ce soit la mécanique, tout a une importance. Et je crois à cette histoire-là, c'est l'histoire qu'on se fabrique du monde. C'est-à-dire tout ce que vous apprenez du monde, c'est ça l'histoire. Ce que vous pouvez expérimenter, ce que vous vivez. Et ça va vous enrichir, ça va vous apprendre énormément de choses. Enfin, moi, c'est comme ça que je me construis. C'est très modeste, hein, c'est pas du tout, je dis ça très modestement, c'est un apprentissage presque enfantin. Mais je trouve que tout ce qu'on m'a pas appris dans une scolarité, j'ai essayé après de l'apprendre dans ma vie et de me remettre en cause, de me dire que je ne savais rien et que c'était essentiel chaque jour de faire un petit pas de plus. Voilà. Mais très modestement. Et les livres, c'est pareil, c'est un travail très modeste. Je n'ai aucune estime de moi-même pour le travail que j'ai fait. Il est fait, voilà. Казахте, че може би по-малка Vous avez степен. dit que peut-être en petite partie vous êtes français, même pour l'année mai 68, dont vous mentionnez même dans vos livres, vous l'avez vécu
je peux dire que, comme quelqu'un de Bulgarie, c'est vécu d'une façon très française et donc avec toutes les conséquences par la suite. Oui, donc désolé, donc c'est comme il y a une improvisation. La question est plutôt liée. Est-ce que, par exemple, quand vous allez chez les Indiens, est-ce que vous pouvez vivre leur histoire? Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose sans que ce soit votre expérience? Donc, c'est une question de base, mais qui concerne la littérature également. Ben, je pense que si vous ne faites pas ça, c'est pas la peine d'aller de vous intéresser à une culture. Je pense que quand vous allez voir des gens qui ne font pas partie de votre monde, ou ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser, mais quand vous faites la démarche d'aller les voir ou de rencontrer des... moi, j'aime à ce moment-là essayer d'entrer dans la tête de l'autre, dans son histoire, mais l'histoire n'est pas fondamentale, l'histoire c'est un composant de sa vie. J'aime rentrer dans sa tête, essayer de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec les Indiens, mais c'est la même chose, parce que c'est un rapport à la mort. J'ai rencontré un jour aux États-Unis un médecin dont l'occupation principale était d'aider les gens à mourir. C'était il y a 20 ans, cette idée n'existait même pas à l'époque. Et ce type, qui est un médecin, donc, ne supportait pas de voir des gens souffrir en phase terminale. Et avec l'accord du patient, du malade, et l'accord de sa famille, il avait fabriqué une machine pour leur donner la mort, c'est-à-dire pour les euthanasier. C'était il y a très très longtemps, cette histoire-là. Et ce type m'avait reçu, on avait parlé, il m'avait raconté la façon dont il avait donné la mort à 2 ou 3 personnes. Et la première, ça s'était déroulé dans un combi Volkswagen. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une petite camionnette Volkswagen. Et il avait fait son intervention à l'intérieur de cette camionnette avec le patient, avec sa famille. Et cet homme était mort, entouré des siens, euthanasié par un médecin. Et là, j'ai essayé de comprendre, de rentrer dans parce que je voulais raconter la vie de cet homme, ce qu'était ce médecin, mais le raconter vraiment, pas comme une narration de journaliste, raconter ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un ne supporte plus de voir souffrir un autre, prend le risque d'être radié du corps médical et d'aller donner la mort sur un parking dans un camping-car à quelqu'un qui est en train de finir sa vie entouré de sa famille. C'est quelque chose de surréaliste pour moi. C'était parce qu'une chose est de raconter une histoire comme ça, une autre est de la voir et de l'intégrer. Je dis, qu'est-ce qui fait qu'un homme... Alors j'ai parlé avec lui, j'ai parlé des heures, des jours. On est allé à Détroit, là où il habitait. Il m'a raconté. Et petit à petit, j'ai écouté cet homme qui a ensuite eu un tas de problèmes avec le corps médical et tout. Et la conclusion de mon histoire, c'était voilà, je ne sais pas ce qu'il fait, je comprends ce qu'il fait, mais je me dis que si un jour, je suis en phase terminale d'une maladie qui me fait souffrir, je sais que j'ai plus rien à espérer. Je serais content qu'il y ait un médecin comme ça qui habite dans mon immeuble. Ça me rassurerait de savoir qu'il est à l'étage au-dessus et qu'il s'appelait le docteur Kevorkian et que je peux appeler le docteur Kevorkian et qu'il va venir faire ce qu'il a à faire et faire ce qu'il a à me faire. C'est tout ce que je peux dire. Et pour raconter une histoire comme ça, il faut vraiment s'intéresser à l'autre. Je crois qu'à partir du moment où vous aimez vous intéresser aux autres et vous aimez comprendre ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont et comment marche l'être humain, comment marche l'esprit humain, vous apprenez, vous racontez une histoire, mais vous apprenez pour vous une infinité, vous faites un stock d'expériences à demi vécues, mais qui sont extrêmement riches, qui vous donnent
qui vous enrichissent dans votre petite vie. C'est pour vous. C'est très égoïste. En fait, ces métiers que j'ai faits, je me demande si c'est pas pour me former, quoi. Pour pas être, quand je mourrai, un type qui a appris finalement des choses extrêmement intéressantes, qui a eu la chance et les outils d'apprendre des choses formidablement intéressantes grâce aux autres. Je crois que les livres, c'est une manière de restituer tout ça. Et je vous dis encore très modestement. Вие вече казахте, че да пишете художествена литература ви е лесно. Vous avez dit déjà que écrire de la littérature, c'est facile, donc modestement. Nous vous remercions que vous le faites. Il a été question de mettre fin à la vie, heureusement. Heureusement que les conversations ne se terminent pas de cette façon. Là, la conversation avec vous va continuer pour vos lecteurs bulgares grâce au livre traduit par Krasimir Kavalgiev. Et nous espérons que nous allons recevoir d'autres livres traduits en bulgare. Nous vous remercions cordialement que vous étiez notre première invité à notre festival littéraire international de Sofia. Ben, merci à vous, ça m'a fait très plaisir et c'était un honneur et encore une fois un plaisir d'avoir cette conversation. До нови срещи, надяваме се с Жан-Пол Дюбуа. Espérons que nous allons nous rencontrer à nouveau. Espérons que ça va être possible d'être live également. Et maintenant, nous vous disons au revoir. Au revoir. Thank you.